Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Sous Influence. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour le mois de novembre qui s'achève là avec cette vidéo. Pour ceux qui ne savaient pas, c'était le mois qui célébrait la chaîne YouTube où j'ai sorti 2 vidéos par semaine sur YouTube. J'ai sorti aussi 4 vidéos sur les coulisses de ma chaîne avec combien je gagne, etc. sur Instagram. D'ailleurs, il y a une playlist sur la chaîne avec toutes les vidéos de novembre. Si vous en avez raté quelques-unes, n'hésitez pas. Donc merci à tous, c'était vraiment une super expérience. Je ferai une vidéo sur Instagram et un live pour vraiment qu'on discute un peu de comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Aujourd'hui, on va traiter un sujet que vous m'avez très longtemps demandé et que j'ai refusé de traiter pendant très longtemps parce que je considérais que j'avais pas spécialement grand chose à ajouter en plus et finalement je vous expliquerai pourquoi, mais il y a des réflexions qui me sont venues et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. C'est les chaînes YouTube d'enfants. Quand je dis les chaînes YouTube d'enfants, je parle des chaînes YouTube qui sont à destination des enfants mais qui aussi sont plus ou moins gérées ou en tout cas qui contiennent majoritairement des enfants. Du coup, on parlera pas de tout ce qui est Troom Troom, les chaînes de dessins animés ou ce genre de choses, mais on va se concentrer uniquement sur les chaînes YouTube qui mettent en scène donc des enfants. Et d'ailleurs, vous verrez, ça me fait super plaisir, mais il y a une personne qui gère une chaîne YouTube avec une enfant qui a accepté de répondre à mes questions et entre guillemets de se défendre, d'expliquer pourquoi sa démarche. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir leur point de vue et d'avoir leur avis. Tout d'abord, il faut revenir sur ce phénomène qui date en fait pas tant que ça. Les premières chaînes YouTube d'enfants qui ont vraiment explosé, en tout cas en France, c'est aux alentours de 2015, 2014 si on remonte vraiment. C'est vraiment 2015-2016 où ça a explosé, ça a commencé à faire des millions de vues. Et c'est assez logique, hein, c'est au moment où YouTube a commencé à vraiment se démocratiser et tout naturellement, la nouvelle génération, en tout cas les très jeunes enfants qui ont rapidement des iPads dans les mains ou les iPhones des parents, ont commencé à se servir de YouTube, qui est quand même un potentiel énorme de contenu, sachant que quand on est enfant, on aime beaucoup avoir du contenu vidéo à disposition. Moi, je me souviens que je passais mon temps à regarder des cassettes ou des DVD en boucle. Là, YouTube, ça permet la même chose, mais avec encore moins d'intermédiation, vu qu'il n'y a même pas besoin des parents pour actionner le truc. Et donc, logiquement, ils se sont mis à regarder ça, tout comme Netflix. Et forcément, à partir du moment où il y a un public, il y a un contenu qui s'est développé. À partir du moment où il y a de la demande, il y a une offre qui est arrivée pour répondre à cette demande. Bref, très rapidement, comme j'ai dit, ces chaînes se sont mises à faire du chiffre et aussi à produire de plus en plus de contenu. On a vu des chaînes YouTube qui produisaient jusqu'à 3, 4, 5 vidéos par semaine avec des enfants. Donc on était dans une régularité qui était quasiment quotidienne et très souvent dans des vlogs. Donc c'est-à-dire qu'ils racontaient la vie des enfants, évidemment. Tout était mis en scène et la plupart des choses étaient mises en scène et voilà, on le sait très bien, les vlogs c'est pas la vraie vie, mais il y avait quelque chose de plus en plus intime. On se souvient tous, je pense, des extraits, on voit notamment une jeune fille qui pleure face à la caméra et le père qui ne coupe pas la caméra mais qui dit « Ah, mais t'es en train de pleurer ». Ça, c'est un exemple parmi, évidemment, tant d'autres. Et il y a une étude qui a été faite sur le sujet et qui montre qu'avec un enfant de moins de 13 ans dans la vidéo fait en moyenne 3 fois plus de vues. C'est juste énorme. Et avec cette explosion, ce succès massif des chaînes pour enfants est venu de nombreuses dérives et des dérives qui sont parfois très graves. Tout d'abord, on peut souligner le manque de modération des commentaires. L'espace commentaire des vidéos pour enfants, c'est absolument affreux. Il y a parfois des insultes sur le physique, il y a ce qui a l'air d'être des prédateurs sexuels, clairement, et qui se cachent même pas et qui sont disponibles à la vue de tous, y compris à la vue de ces enfants qui utilisent probablement YouTube, donc qui voient probablement certains commentaires, notamment ceux qui ont un certain âge. Mais ça pose même évidemment la question au-delà qui est la question de l'enfant star. L'enfant célébrité qu'on a déjà abordé sur la chaîne YouTube, où on a des centaines, voire des milliers d'exemples d'enfants stars qui ont mal tourné. Et encore, on parlait d'enfants stars qui étaient alors souvent des stars à un niveau parfois plus élevé, mais en l'occurrence, comme j'ai dit, il y a des chaînes qui ont plus d'1 million d'abonnés. Ces enfants stars-là, et on va y revenir, ils étaient beaucoup plus encadrés. C'est-à-dire qu'il y avait tout un système autour d'eux, ils avaient des managers, des producteurs, des réalisateurs, ils étaient encadrés par la loi, il y avait normalement un instituteur qui était forcé de les suivre sur les plateaux de tournage. Or là, c'est absolument pas le cas. Mais il y a aussi une problématique vis-à-vis du public. On sait que par exemple, ces chaînes pour enfants font très souvent des placements de produits et font très souvent des placements de produits qui ne sont pas mentionnés ou alors qui sont mentionnés de manière un peu indirecte et qui vont avoir une efficacité énorme sur le public, qui est un public
encore une fois, d'enfant qui n'aura pas le recul nécessaire pour se rendre compte que c'est un partenariat. Hein. Déjà, quand en normal, on n'a pas le recul nécessaire et même si on a le recul, ça marche quand même. Alors là, imaginez sur des personnes qui n'ont pas le recul et qui se rendent même pas compte que c'est un partenariat. Donc ça peut poser problème, mais ça peut aussi poser problème sur le contenu qui est consommé. C'est-à-dire que c'est des enfants où dès le plus jeune âge, parfois ils ont 5, 7 ans, sont habitués à voir des vidéos voyeuristes parfois, ou en tout cas qui vont dans l'intimité de ces personnes, qui vont dans les vies de ces enfants, dans le quotidien de ces enfants, et qui trouvent ça absolument normal. Bon, voilà, là on voit ce qu'il dit, hein. Il dit clairement « Ah non mais vous inquiétez pas les parents, vous pouvez laisser votre enfant qui vous saoule un petit peu, tranquillement devant ces vidéos qu'il va parfois regarder en boucle, hein, ce qui explique très souvent les millions de vues que font ces vidéos. C'est parce que effectivement, il y a énormément de personnes qui les regardent, mais il y a aussi énormément d'enfants qui les regardent en boucle. Parce qu'un enfant, moi je me souviens que pareil, encore une fois, pour prendre mon cas, quand je regardais des DVD et qu'il y avait un film que j'adorais, je le regardais en boucle, je le saignais. Et là, c'est la même chose pour des vidéos. Le problème, c'est que c'est des vidéos, encore une fois, qui parfois ont comme objectif de vous vendre un produit. Et donc, c'est comme si votre enfant regardait en boucle une page pub. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de le garder ou de le calmer. Mais ça pose aussi également d'autres questions, puisque les enfants dont il est question ont souvent énormément de cadeaux, font des unboxings, ont une vie quasiment de rêve. Donc ça pose question vis-à-vis des enfants qui regardent ça et qui du coup ont une dépréciation de leur vie avant même l'adolescence, qui est pourtant normalement la période charnière pour ce genre de sujet et ce genre de problématique. On en a déjà parlé, mais pour les enfants même qui ouvrent ces boîtes, qui à un moment perdent la notion de valeur. Et donc, suite à l'explosion de ce phénomène et à ses dérives, on a eu une énorme vague de backlash avec énormément de vidéos, de tweets, d'articles dénonçant ces pratiques et dénonçant ces chaînes pour enfants. Et clairement, c'était nécessaire, hein. Je veux dire, c'est une bonne chose qu'il y ait eu ces dénonciations et le fait de mettre en lumière les dérives de ces pratiques. Mais parfois, ces dénonciations, elles tombent également dans des dérives et c'est notamment la raison pour laquelle, à la base, je ne voulais pas faire de vidéo sur le sujet. Où on a une attaque frontale de ces chaînes pour enfants, soit des enfants en question, hein, qui sont parfois moqués, tournés en dérision, ou qu'on montre comme des petits êtres manipulés, ou même des parents, et donc en fait de la chaîne de manière globale, et ça entraîne évidemment une vague de harcèlement, puisque, on le sait, aucun vidéaste n'est capable de contrôler sa communauté et par exemple Sir Gibbsy, il le dit explicitement hein, et c'est très très bien et il a complètement raison de le faire et à partir de là on peut plus vraiment le reprocher. Et bien entendu, nous allons faire maintenant un tout petit disclaimer. Je vais vous demander de ne pas insulter, de ne pas insulter également, de ne pas insulter la mère et le père, ce n'est pas le but de cette vidéo. Faites en sorte que l'espace commentaire soit un minimum bienveillant, vous avez le droit de donner votre avis. Mais on sait que malgré ça, va quand même y avoir une vague de haine sur les youtubeurs en question. Et il suffit que le youtubeur critique qui parle de la chaîne pour enfants ne fasse pas de petits disclaimers et à mon avis, c'est vraiment un carnage. Surtout que la plupart de ces youtubeurs ont beau critiquer les parents, c'est les enfants qui montrent à l'image. Hein. La plupart du temps, quand ils se servent d'extraits, forcément, c'est les enfants qu'on voit à l'image. Le discours de haine, il va être associé à l'image qu'on voit, et l'image qu'on voit, c'est les enfants. Et encore pire, les enfants, ils vont associer ce discours à une critique envers eux. Le problème des youtubeurs, c'est que très souvent, quand on critique notre contenu, on le prend comme une critique de notre personne. Dans la plupart des cas, il y a un mélange des genres entre qu'est-ce qu'est notre contenu et qu'est-ce qu'est nous-mêmes. Et donc, ils vont potentiellement être beaucoup moins à l'écoute de ces critiques qui sont constructives, nécessaires, comme je l'ai dit, notamment parce que peut y avoir de la haine qui va en découler, peut y avoir du lynchage, ou peut y avoir en tout cas de l'affichage de leur image, alors qu'ils n'y sont pas pour grand chose, et je pense qu'on est plutôt tous d'accord là-dessus. Et c'est pour cette raison que je refuse de donner des noms, et que je préfère flouter les visages de tous les enfants présents. Aussi pour une autre chose, c'est que j'ai commencé les vidéos à 11 ans. Donc on pourrait se dire que je suis assez mal placé pour critiquer les chaînes YouTube comportant des enfants. Bon, après il faut dire que c'était un contexte complètement particulier. Mes parents étaient à peine au courant que j'avais une chaîne YouTube. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai été particulièrement content quand j'ai grandi, quand j'ai pris de l'âge, quand j'ai gagné en maturité et que mon contenu a changé, de pouvoir mettre ces vidéos en privé. Aujourd'hui, ces vidéos, elles sont quasiment introuvables. Vous pouvez forcément en trouver des traces parce que on le sait bien, hein, tout ce qui est sur Internet un jour reste sur Internet, donc vous pouvez probablement trouver des traces si vous cherchez énormément et que vous cherchez très très bien, mais globalement, ces vidéos, elles sont pas visibles du plus grand nombre. Et je me dis que si un jour ces enfants-là, effectivement, ils regrettent ce qui s'est passé, ils regrettent cette chaîne YouTube, ils n'ont pas envie d'avoir cette image de l'enfant qui ouvre des jouets, qui peut leur coller à la peau pendant très longtemps. À mon avis, ça les arrangerait pas du tout qu'il y ait des dizaines de vidéos critiques où on voit leur tête en immense, et autant pour un influenceur majeur qui est très connu et fait des vidéos régulièrement, ça me pose moins de problèmes de l'afficher en vidéo tout simplement parce que
voilà, c'est devenu une personnalité publique et je considère qu'il est complètement conscient de ce qu'il fait en devenant une personnalité publique. Or, ces enfants, il y a une question fondamentale qui est celle du consentement. Et à partir du moment où on n'est pas sûr que les enfants soient totalement consentants à devenir une personnalité publique et qu'ils ont pleinement conscience des enjeux et des conséquences que ça peut en tirer, je considère que je n'ai pas à leur faire porter le poids de ces conséquences. Et le poids de ces conséquences, c'est notamment d'être affiché dans des vidéos comme celle que je suis en train de faire, où je critique ouvertement ce concept. Mais donc, ça pose une vraie question, qui est rarement mentionnée, mais qui pour moi est centrale. Est-ce qu'il faut interdire les chaînes qui comportent des enfants? Voilà, c'est clair et net, ou en tout cas qui font des enfants leur attrait principal. Pour ça, j'ai posé quelques questions à Esteban de la chaîne Pink Lily. Merci à lui d'avoir répondu et d'avoir accepté de répondre à mes questions sur essayer de comprendre pourquoi il a lancé cette chaîne YouTube, comment il gère ça et comment il gère avec sa sœur. Salut, donc moi c'est Esteban et avec ma sœur Lily Rose, ça fait 3 ans qu'on fait des vidéos sur YouTube. Voilà, donc on est ce qu'on appelle une chaîne familiale et principalement notre contenu c'est ça a commencé tout bêtement. Ma sœur regardait déjà à l'époque, donc il y a 3 ans, des youtubeurs, que ce soit des youtubeurs pour enfants ou des youtubeurs classiques, et elle a très vite eu envie de faire pareil, voilà, de vouloir créer du contenu sur la plateforme. Alors elle m'a pas dit ça comme ça, mais elle me disait ouais, je veux faire des vidéos où je veux présenter mes cadeaux de Noël, où je veux montrer ma chambre, où je veux montrer mes passions. Et moi en parallèle ça faisait déjà 8-9 ans que j'étais passionné de vidéos, donc c'est l'occasion de faire un truc à deux qui nous rassemble. Et on a fait ça vraiment sans prétention. Au départ c'était des vidéos dans sa chambre où elle présentait ses cadeaux, elle présentait ses jouets, et de fil en aiguille ça a marché. On a rassemblé une communauté et on s'est dit que ça valait le coup de continuer parce qu'on prenait vraiment plaisir à faire ça, tout simplement. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux c'est pas un monde tout rose malheureusement, mais j'essaie de la protéger comme je peux, parce que je suis confronté moi-même à pas mal de cyberharcèlement du fait de ce qu'on a pu faire, notamment avec Popitmania, pour ceux qui ont suivi, qui est un clip qu'on a sorti il y a 3 mois maintenant et qui a suscité pas mal d'intérêt, pas mal de polémiques. Moi ce que je fais concrètement au quotidien, c'est que je ne l'expose pas aux messages. Lily Rose n'a pas accès à notre compte Instagram, n'a pas accès à la chaîne YouTube, n'a pas accès à mon compte TikTok, donc elle peut pas vraiment voir, elle reçoit pas les notifications quand il y a des messages haineux. Ça c'est plutôt moi qui gère, qui modère, qui supprime, et j'essaie de lui faire le plus souvent possible des retours, mais des retours positifs de ce qui se passe. Alors bien sûr quand une vidéo a pas plu, je lui dis tiens ça ils ont pas trop apprécié, les abonnés ont pas accroché, mais en aucun cas je vais l'exposer à des messages haineux, que ce soit sur le physique ou tout simplement bête et méchant. Moi je le prends comme ça vient et j'essaie de l'exposer le moins possible quand même. Et en ce qui nous concerne, pour tout ce qui est partenariat, déjà on évite d'en faire, c'est pas vraiment le modèle économique duquel je suis fan, parce que j'aime être libre de ce qu'on dit en fait et du contenu qu'on propose. Donc on en fait le moins possible quand vraiment c'est intéressant, parce que le tarif est intéressant ou parce que ça intéresse Lily Rose, ça m'intéresse moi. Et quand on en fait, évidemment la loi l'exige, il y a une grosse partie du partenariat qui est donnée à la Caisse des dépôts. Et pour ce qui est des revenus YouTube, ça a toujours été un 50-50 entre moi et Lily Rose, ce qui est normal parce que moi j'apparais sur la chaîne, je me charge du montage, des miniatures, etc. et de toutes les idées, et elle est évidemment égérie de la chaîne. Après quand les vidéos nécessitent des coûts de production, évidemment c'est par rapport aux bénéfices en fait, ce 50-50. On peut pas juste diviser comme ça, parce qu'il faut partir du principe que c'est une entreprise, qu'il y a des taxes, il y a des impôts, et il y a des frais aussi également. Mais pour l'instant on fonctionne comme ça nous va très bien. Et j'espère que tout le monde est aussi honnête que nous pour la répartition. Bon, et là, le témoignage d'Esteban, pour moi, il est clairement intéressant. Il a sa ligne de défense qui est, voilà, ma sœur voulait faire des vidéos, on fait ça pour s'amuser, elle, c'est ce qu'elle voulait, je la force jamais, on fait pas non plus une vidéo par jour, et eux, en plus, en l'occurrence, ils font des sketchs. Et donc, moi, personnellement, je suis contre l'interdiction des chaînes avec des enfants et pour enfants, tout simplement parce que je suis rarement pour les interdictions, de manière générale. Je suis pas pour qu'on interdise quelque chose, parce qu'en plus, à tous les coups, ça va juste renaître, mais sous une forme différente. Par contre, évidemment, je suis favorable à un encadrement très strict. Par exemple, et c'est assez rare pour le souligner, parce qu'en tant que youtubeur, on est très souvent à critiquer YouTube,
je pense que YouTube Kids est une très bonne idée. Mais que malheureusement, YouTube n'est pas allé au bout et n'a probablement pas pu aller au bout de son idée. Surtout que désormais, avec la nouvelle loi, toutes les vidéos YouTube Kids, donc les vidéos destinées aux enfants, n'ont plus l'espace commentaire. Et ça, c'est une très bonne chose, notamment sur la chaîne Pink Lily d'Esteban. Il n'y a pas les commentaires. Et donc toute la dérive que je disais sur les commentaires, qui est quand même particulièrement grave et qui peut entraîner les vagues de haine et ce genre de choses, là pour le coup, les enfants en sont complètement protégés. Parce que les seules vagues de haine, du coup, ça sera en message privé et j'ose espérer que ce n'est pas les enfants qui gèrent les messages privés et qu'ils n'y ont pas forcément accès pour le coup. Mais il faut quand même souligner qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube pour enfants et avec des enfants qui ne respectent pas ces règles. Notamment des chaînes YouTube qui enlèvent le fait d'être conçues pour des enfants et qui du coup ont de nouveau un espace commentaire. Mais surtout, lorsque je parle d'encadrement, je parle d'encadrement juridique. Pour moi, aujourd'hui, il faut un meilleur encadrement juridique de ces pratiques. On a l'article L724-2 qui interdit le travail des enfants de moins de 16 ans avec une exception pour le cas de l'audiovisuel. C'est quand même assez pratique d'avoir des enfants qui peuvent jouer dans un film, si jamais il y a besoin de rôle d'enfant, sinon ça serait assez étrange. Faire une chaîne YouTube, c'est un travail et pour ça notamment, il faut demander une dérogation à la préfecture et là pour le coup encore une fois je crois que dans quasiment chacune des vidéos je me sers de cette chaîne YouTube que je ne peux que trop vous recommander de 911 Avocat qui explique très bien ces conditions. Le principe à retenir c'est qu'un enfant ne peut pas travailler s'il a moins de 16 ans. Néanmoins vous avez quand même des exceptions. C'est notamment le cas pour le domaine de la vidéo et de l'audio. Dans ce cas-là vous avez besoin d'une autorisation administrative pour que l'enfant puisse travailler. Elle est délivrée après avis de la commission des enfants du spectacle. Et le problème c'est qu'aujourd'hui je suis quasiment sûr qu'aucune chaîne pour enfants ne respecte ces règles. C'est un peu compréhensible dans le sens où c'est des démarches administratives qui sont très lourdes, qui demandent un encadrement avec un risque que ça soit refusé. Mais pour moi, à partir du moment où ça devient vraiment un business, où ça devient vraiment une société qui génère de l'argent, c'est la moindre des choses que de demander cette autorisation de pouvoir faire ça dans les règles. Sinon, dans ces cas-là, moi, je déclare pas à l'URSSAF mes revenus et je gagne 25% en plus. J'ai pas vraiment un avis tranché, je suis pas en train de dire « Oh voilà, regardez, c'est un énorme scandale » parce que évidemment qu'il y a des dérives et des grosses dérives et encore une fois je vous renvoie vers les dizaines de vidéos qui ont été faites sur le sujet qui sont parfois très bien. Ce qu'il faut c'est réussir à faire en sorte que la justice se penche concrètement ou que les pouvoirs publics se penchent concrètement sur cette problématique. Évidemment que ça n'apparaît pas comme une problématique parce que comme j'ai dit ça fait 5 ans que ça existe. Donc on n'en voit pas du tout les répercussions, c'est impossible. J'ai essayé de trouver des études sur le sujet, des études scientifiques. Il n'y a quasiment rien qui a été fait. Déjà que c'est compliqué d'avoir des études scientifiques sur le phénomène de YouTube, ce que ça peut entraîner. On a beaucoup parlé du burn-out des YouTubeurs, qui est un vrai problème à mon avis pour moi sur la plateforme, qui n'a jamais été vraiment plus mis en avant que ça, à part ces 2 dernières années. Pour les enfants, on va probablement s'en rendre compte dans 10 ans, en fait, que c'est un problème. Parce qu'on aura les premiers enfants YouTubeurs qui commenceront à être vraiment très mal à l'aise avec ça. On aura aussi le public qui a grandi avec ces représentations médiatiques comme étant les représentations médiatiques principales. L'éducation et la manière dont les enfants vont grandir, comment on peut imaginer que des chaînes YouTube qui sont regardées de manière quotidienne par ces enfants ne les influencerait pas. Il faut se rendre compte que du coup ces chaînes-là pour enfants, ça va être la première exposition médiatique quasiment à des enfants. Et ça va être une exposition médiatique qui va être très peu encadrée. Qu'est-ce que vous pensez de ces chaînes pour enfants? Quelle vision vous avez de ça? Est-ce que vous voyez, des gens autour de vous qui les regardent? Bref, en tout cas, j'attends vraiment votre avis en commentaire. Pour le coup, comme je dis souvent pour Sous Influence, c'est très compliqué d'avoir une vraie analyse sociologique, psychologique, parce que comme j'ai dit, je manque concrètement de travail de première main, d'études scientifiques, pour pouvoir vous produire un vrai contenu entre guillemets scientifique à base de recherche. Je répondrai à tous les commentaires un tant soit peu pertinents sur le sujet, qu'on puisse en débattre. Merci encore à Esteban de Pink Lily d'avoir accepté de participer à cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. On se retrouve quoi qu'il arrive dimanche prochain 15 h pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'on va parler de l'album d'Angèle s'il est sorti. Ou alors ça sera la semaine suivante, je vous avoue je suis un peu perdu dans mon calendrier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!